Donc, re-bienvenue à notre cours d'INF 135, déjà rendu à notre 5e semaine. Cette semaine, on regarde les chaînes de caractères. Donc, on a vu le principe de string, là. On va aller voir plus en détail comment est-ce que ça fonctionne dans MATLAB. Puis, on va aussi parler du tri et des fouilles dans des tableaux d'une dimension, la chose qu'on a vue la semaine passée. Fait que avant de se lancer là-dedans, on va faire un petit retour sur qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée, juste pour se remettre dans le bain des tableaux. On s'était dit que le principe d'un tableau, c'était une variable, mais qui allait contenir plus qu'une information. Donc, un identificateur comme on connaît, mais que l'identificateur va avoir plusieurs valeurs à l'intérieur. On avait différentes manières de l'initialiser. La plus manuelle, c'était l'utilisation de crochet carré avec des valeurs à l'intérieur, soit délimitées par des espaces ou par des virgules. Fait que ce que ça faisait ici, ça me créait une variable x qui est un tableau qui allait avoir 3 éléments à l'intérieur. On avait vu qu'on avait la fonction numel qui me permettait de trouver le nombre d'éléments d'un tableau. Puis le principe, c'est que les informations sont numérotées à l'intérieur des différentes cases du tableau. Fait que quand je vais aller chercher les différentes informations, je peux utiliser le nom de la variable suivi de parenthèses et de l'indice qui commence à la case 1 pour aller chercher une information. Fait que quand j'ai écrit x parenthèse 2, ça a été me chercher la deuxième case qui contenait la valeur 3. Je peux utiliser cet élément-là autant dans une expression pour aller faire un calcul, autant comme une source d'assignation, comme une destination d'assignation, qui me permettrait de modifier dans mon tableau initial X la case numéro 2, j'ai été mettre 10 dedans, je peux aller travailler à l'intérieur. Donc ici, on se donnait juste un petit exercice, là, juste pour se remettre dedans, juste pour voir comment travailler avec ce genre de d'éléments-là, parce que dans MATLAB, tout est des tableaux. Donc même quand j'avais des variables qui étaient juste une valeur, pour de vrai, c'était un tableau qui était juste de une case. Puis on a vu que les tableaux sont dynamiques. Ça veut dire que, mettons que je reprends mon X là, avec mes 3 valeurs à l'intérieur. Si je décide d'aller mettre quelque chose à la case 4, il va me dire qu'il n'y a pas de problème. Il agrandit le tableau. Le tableau devient un tableau de 4 cases et j'ai l'information qui arrive à l'intérieur. Fait que ma variable, qui était une variable que je pensais normale, avec juste une information, en fait, c'est juste un tableau de une case. Fait que si je décide de mettre une deuxième information à l'intérieur, lui, il dit pas de problème, je fais un tableau, j'agrandis le tableau pour être capable de travailler avec. Oui! Ben, si tu parles de l'indice, tu ne peux pas avoir d'indice qui n'est pas des entiers, mais tu peux avoir des valeurs qui sont autre chose, là, des valeurs fractionnaires. Fait que mettons ici, je monte dans la case 3, puis je mets 3.5. Ouais. Fais attention, ici, les virgules sont utilisées comme délimiteurs dans MATLAB. Le point est utilisé pour représentation d'éléments fractionnaires. Donc, c'est le système anglophone, fait qu'il faut faire attention. La virgule est seulement pour la délimitation d'éléments. Puis ici, c'est vraiment ça que j'ai marqué. J'ai marqué 3.5, pas 3,5. 3,5, ça aurait pas marché. En fait, si... Il est comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu m'as demandé de faire ça, puis tu m'as demandé de faire ça après. Lui, il voit ça comme étant 2 instructions. La virgule, c'est pour délimiter des choses, c'est pas pour les fractions. Fait que on peut utiliser ça dans des fonctions, donc soit comme paramètre d'entrée, soit comme variable de retour.
On a ici un petit exemple qui demande de prendre un... Tiens, on va agrandir ça juste un petit peu. Donc, qui nous demande de prendre une... demande de faire une fonction. La fonction doit recevoir un tableau d'une taille inconnue et faire une somme, mais en alternant l'addition puis la soustraction. Fait qu'en faisant plus 2, moins 5, plus 2, moins plus, moins plus, moins plus, indépendamment du nombre d'éléments qu'il y aurait à l'intérieur. Donc, on va aller voir la réponse de ça, juste pour se remettre dedans un petit peu, là. Ici. Donc, on avait vu le principe des fonctions. Hein, c'est un fichier à part qui commence avec le mot function. On a en premier la variable de retour, un égal, suivi du nom de la fonction et suivi de paramètres d'entrée. Dans ce cas-ci, on a un tableau. Ensuite, ici, c'est un double. On a les entrées, les sorties, okay, le type, puis c'est pas entre crochets carrés, qui va indiquer c'est quoi le contenu des éléments. Donc, on a tab ici qui est un table, qui est le tableau valeur, puis la somme cumulative. On a un exemple de qu'est-ce que c'est supposé donner. Puis après ça, on regarde le code à l'intérieur. Ici, notre but, c'est de remplir cette variable qu'on a ici. Donc, comment est-ce que ça se passe? Ben, à l'intérieur, on va parcourir les cases du tableau. Donc, ça, c'est ça qu'on va faire à chaque fois qu'on utilise un tableau. On va parcourir les différentes cases du tableau. Comment est-ce qu'on fait pour parcourir les cases du tableau? Ben, on va utiliser la boucle for. Puis, la boucle for va avoir comme indice, OK, l'index du tableau. OK, donc on va pouvoir utiliser notre indice comme sélecteur de cases dans notre tableau. Hein, fait qu'en faisant que la valeur de i va de 1 jusqu'au nombre d'éléments du tableau, si mon tableau a 5 cases, ben le i va aller de 1 à 5. Fait que le premier coup, ça va être i est égal à 1, i est égal à 2, i est égal à 3, i est égal à 4, i est égal à 5. Fait que quand je vais aller chercher les éléments du tableau, ben ça va aller chercher tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, tab 5, parce que le i est égal à 1, à 2, à 3, à 4, à 5. Donc, en sélectionnant avec une book for l'indice comme étant l'indice ou l'index de mon tableau, ça me permet de sélectionner à chaque itération de la boucle une nouvelle valeur du tableau. Fait qu'une fois qu'on a ça comme prémisse, là, ce qu'on veut faire, c'est adapter ça pour notre problématique courante qui nous demande de faire une somme qui va alterner l'addition et la soustraction. Donc ici, on veut être capable de dire, ben, le premier coup fait une addition, le deuxième coup fait une soustraction, et ainsi de suite. Là, ici, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'indice du tableau, OK, puis je demande s'il est pair ou impair. Puisque, OK, à tous les éléments impairs, on additionne, à tous les éléments pairs, on soustrait. Donc, on peut utiliser la parité de notre indice pour savoir est-ce qu'on additionne ou on soustractionne. Fait que j'utilise ici le modulo 2, hein, qu'on avait vu pour trouver le restant de la division, mais on avait vu que le modulo 2 était spécial, nous donnait des caractéristiques qui nous permettaient de détecter si un nombre est pair ou impair. Donc, si le modulo 2 me donne 1, hein, comme mettons 3 modulo 2, hein, si on le fait ici, là, mod. Donc, j'ai 5 modulo 2, ça me donne 1. Si je fais 6 modulo 2, ça me donne 0. Si je fais 7 modulo 2 à chaque fois, hein, parce que je veux enlever le plus de fois possible cette valeur-là en restant non négative. Fait que quand j'essaie d'enlever le plus de fois de 2 dans 7, il va toujours me rester 1. Puis quand je fais ça avec un nombre pair, ben il va toujours me rester 0 parce que je suis capable tout le temps d'enlever un 2 jusqu'à temps que ça me donne 0. Donc, une fois qu'on a sélectionné la bonne branche, hein, pour savoir si on additionne ou on soustrait, ben là, on va utiliser notre somme cumulative. Donc, ça, on avait fait ça avec les boucles, qui nous permet de dire que la nouvelle somme est égale à la somme de l'itération courante plus la nouvelle valeur que je veux créer.
Avec ça, on est capable d'aller chercher la somme cumulative, mais qui va alterner l'addition et la soustraction dans mon tableau. Ça me donne une somme, mais on peut voir ici l'utilisation du numel, on peut voir l'utilisation de notre élément. Donc, c'est toutes des choses pour nous rappeler comment fonctionnent les tableaux. Ici, n'oubliez pas, même si on n'a pas eu de session de laboratoire cette semaine, il y a quand même une série d'exercices sur les tableaux qui va être important que vous passiez au travers parce que cette matière-là est à l'examen intra dans 2 semaines. Alright. On continue, on avance. On va pas bonne place. On commence avec notre premier sujet de la journée, qui est le principe de chaîne de caractères. Donc, on a déjà commencé à travailler avec les chaînes de caractères. On sait qu'on peut utiliser une variable pour avoir à l'intérieur une information quelconque, okay, avec des lettres. Le principe, c'est que, en fait, ça ici, c'est un tableau. Donc, si on regarde dans notre workspace, on peut voir que c'est de type char, donc c'est pas des doubles, c'est pas des entités numériques, mais c'est quand même un 1 par 4. Donc, j'ai 4 lettres, hein, puis si j'en ai un autre de 7 lettres, ben ça va être un 1 par 7. Fait que les chaînes de caractères, ce qu'il faut comprendre principalement dans MATLAB, c'est que c'est des tableaux, puis que ça partage donc toutes les différentes caractéristiques du tableau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je peux aller chercher un seul élément à l'intérieur de mon tableau qui est une chaîne de caractères. Donc ici, j'ai fait nom parenthèse 3, donc dans le tableau de nom qui a le texte Hugo, je vais chercher la 3e case. Donc la 3e case, c'est la lettre G qui est à l'intérieur de mon tableau. Je peux l'utiliser comme destination d'une assignation. OK? Ça, c'est pas un problème. Mais il faut se souvenir que les valeurs, c'est quand même un tableau qui est homogène en type, de type homogène. Ça veut dire que je peux pas recommencer puis essayer de mettre une valeur à l'intérieur. Ça va faire des choses un petit peu loufoques. Okay? Donc, admettons que j'essaye de mettre une valeur quelconque. Pour des raisons qu'on va comprendre dans quelques instants, ça a changé ça pour un A. Bon. Fait que toujours se souvenir que les tableaux qui ont un type homogène, tu peux pas mix and match les types à l'intérieur d'un tableau. Fait que là, pour un petit peu plus comprendre comment ça fonctionne, les chaînes de caractères, il va falloir comprendre comment est-ce que l'ordinateur est fait pour sauvegarder des informations textuelles. Okay? Parce que derrière, dans un ordinateur, ultimement, c'est juste capable de sauvegarder des données numériques, puis encore plus que ça, il est juste capable de sauvegarder des 1 puis des 0. Hein? Fait que lui, il travaille en binaire initialement, puis à partir de ça, il est capable de construire des constructions mathématiques pour représenter des entiers, pour représenter des nombres flottants. Si vous avez fait TCH 09 ou TCH 010, vous savez de quoi je parle. En tout cas, peut-être que vous avez des cauchemars de cette partie-là du début du cours. Mais le principe, c'est qu'on a des entités binaires, puis on est capable d'avoir des versions directes que nous, on va pouvoir interpréter comme étant des nombres. Mais pour des lettres, c'est un peu différent parce que on peut pas directement dire ben A, ça veut dire quoi? Puis A plus C, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de représentation numérique évidente. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est en fait, c'était pas trop sorcier parce que j'ai développé le même système par moi-même quand j'étais en 3e année du primaire. Donc, dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas d'ordinateur, j'avais même pas d'ordinateur à la maison. Puis, je voulais jaser avec mon ami qui était à l'autre bord de la classe, puisque j'arrêtais pas de jaser avec lui, évidemment. Fait que, on se passait des notes écrites à travers la classe. Hein, c'est comme ça qu'on communiquait. Sur un petit papier plié, là, qu'on se passait du côté de la classe à l'autre. Puis, la professeure, des fois, pognait le papier, puis là, essayait de lire, puis essayait de nous
réprimandé du fait qu'on parlait des différents niveaux de Super Mario Bros 3, okay, des choses vraiment importantes du temps. Fait que moi, j'avais beaucoup de conscience par rapport à ma vie privée. Hein? J'étais très avant-gardeur de ce côté-là. Je voulais pas qu'elle soit capable de lire mes messages. Fait que j'ai décidé de prendre chacune des lettres, hein, A, B, C, D, E, F, puis de leur assigner un chiffre, un nombre. Fait que A c'était 1, B c'était 2, C c'était 3, et ainsi de suite. Fait qu'à la place d'écrire un message avec des lettres, j'écrivais un message avec des chiffres. Puis là, au moins, si le message était intercepté, on avait toute quiétude que le prof n'avait jamais vu ça auparavant dans ses 45 années d'expérience. Ici, ce qui a été inventé dans ma classe de primaire de 3e année, c'est le principe d'encodage. Donc, de prendre une information puis de la codifier pour être capable de la représenter sous une entité numérique. Puis c'est ça qui se passe en fait quand on travaille avec les chaînes de caractères dans MATLAB. Puis en fait, dans la majorité des fichiers texte qui existent dans le monde, on utilise une table d'encodage qui est reconnue, qui est la table ASCII. Donc la table ASCII a différents symboles qui existent pour être capable de représenter différentes valeurs de textuellement qui ont besoin d'être représentées, nous, pour êtres humains qui ont besoin de calculer des choses. Fait que la table ASCII, ce qu'on peut voir, il y a différentes colonnes, dépendamment de dans quelle base tu calcules. Encore une fois, ça va donner des petits souvenirs à du monde qui ont fait le cheminement préuniversitaire. Mais nous autres, on va se concentrer sur la première colonne décimale, puis la dernière colonne, qui est le caractère que c'est supposé représenter. Pardon. Fait qu'ici, quand j'ai déposé le nombre 97 dans mon tableau, à la case 3, on a pu voir que ça a représenté la lettre A. Ben, si on s'en va voir dans la table ASCII, puis on s'en va à 32, 60, 97, ben, on peut voir que c'est effectivement le A minuscule qui est à cet endroit-là. Donc, la table ASCII utilise des valeurs numériques pour représenter chacun des caractères. C'est le même principe que si je fais nom de 3 plus 3, ça va me donner 100. Pourquoi? Parce que lui a été chercher... Lui, il savait pas trop quoi faire, hein? Parce qu'il était comme, ben là, tu me demandes d'additionner une lettre avec un chiffre. Fait que j'imagine que tu veux une réponse qui est avec des chiffres. Fait que je vais prendre la représentation numérique de la lettre A, qui est le 97, puis je vais te donner la réponse de ça. Donc, la table ASCII, on n'a pas besoin de savoir que 97 c'est A ou ainsi de suite, là. Anyway, on peut directement utiliser le caractère pour arriver à la même information. Donc, j'ai jamais besoin de savoir c'est quoi le code ASCII d'une lettre. Par contre, de savoir quelques caractéristiques de la table ASCII, ça peut être intéressant. On a des lettres minuscules, on a des lettres majuscules, on a les différents chiffres, puis on peut voir qu'ils sont en ordre chronologique. Okay? Mais on peut voir ici que les lettres minuscules et les lettres majuscules, c'est des entités différentes. Hein? Ce qui nous explique bien pourquoi, quand on est en train, mettons, d'écrire des identificateurs, des variables, qu'il faut faire attention à la casse, okay, si c'est en majuscule ou en minuscule, parce que pour un ordinateur, un A minuscule et un A majuscule, c'est autant de différence que A et Z. Donc, faire attention à ces éléments-là. On peut voir aussi que l'espace est un caractère qu'il faut qu'il soit représenté dans la mémoire. Hein, c'est pas parce qu'il y a une absence de symbole qu'il ne faut pas que ça prenne une place en mémoire. Donc, quand j'ai une autre chaîne, puis je dis salut tout le monde, ben, j'ai 20 éléments. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, les espaces sont comptabilisés à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Puis, les espaces sont représentés par un caractère qui est l'espace. Donc, pour nous, c'est comme l'absence de caractère, mais le principe d'un espace, c'est un caractère en tant que tel dans la table ASCII.
Il existe aussi différents symboles, ok, qui ne sont pas vraiment utilisés dans la table ASCII, mais qui ont quand même des codes spéciaux. Il y en a un là-dedans qui est plus important que les autres, qui va être le New Line, ok, le code 10, quand on fait un \n, hein, pour faire un saut de ligne à l'intérieur, mettons, d'un printf, ben c'est quand même considéré comme étant un caractère spécial, puis ça va être le caractère 10 à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Alright. Donc, le principe des chaînes de caractères, c'est qu'il faut comprendre que c'est des tableaux. Hein? Donc, on les utilise comme étant des tableaux de n'importe quelle manière. Ça veut dire qu'on peut les parcourir, on peut aller modifier les éléments à l'intérieur, on peut vérifier chacun des éléments, exactement comme si c'était tableau. On peut rajouter des éléments. Donc, si je rajoute à la case 5 une autre valeur, il faudrait que je termine ça ici. OK, donc je suis capable de faire de l'agrandissement de tableau dynamique. Donc, ça a toutes les caractéristiques des tableaux, mais on sait que nous, derrière, quand ça nous fait représenter des lettres, pour MATLAB, puis pour un ordinateur en général, c'est des nombres qui sont traités par rapport à la table ASCII, qui nous permet de travailler avec ça. Oh, je veux pas. On va laisser ici. Yep, là. Alright. Deuxième chose qui est importante de comprendre avec les chaînes, c'est qu'on a une panoplie de fonctions qui me permettent de travailler sur ces chaînes-là. Donc les deux premières, c'est pas vraiment des fonctions spécifiquement pour les chaînes, c'est des fonctions de typage, mais qui nous permettent de convertir d'un type à un autre. Fait que mettons, je veux savoir c'est quoi le code ASCII de X, ben, je peux l'envoyer à la fonction double qui va le transformer en ce type-là, hein, double, qui est nos représentations d'entités numériques. Fait que si j'envoie le X, lui il me dit que c'est 120. Inversement, je peux faire la même chose avec le char, où je peux envoyer une valeur numérique, puis lui va me donner la représentation qui est utilisée à l'intérieur de la table ASCII. On a ensuite des fonctions qui vont me permettre de travailler sur les chaînes qui représentent des nombres. Donc, si, admettons, j'ai une chaîne, mais que la chaîne, c'est ici. Donc là, il faut faire très attention à comment est-ce que c'est représenté puis comment c'est affiché dans MATLAB. Parce que ça peut porter à confusion. Admettons que je fais chaîne plus 2. Qu'est-ce qui va se passer quand j'essaie de faire ça? On pourrait initialement penser que ça me donnerait 514, mais ça ne fait pas ça. Ce que ça va faire, c'est que ici, ce qu'on a, hein, c'est pas 512, c'est pas la valeur 512 qu'on a, c'est une chaîne de caractères, okay, un string en anglais, qui a 3 éléments, le 5, le 1 et le 2, qui utilisent les représentations en ASCII du 5 hein, pour 53, du 1 le 49, puis du 2 le 50. Fait que quand il me dit plus 2, lui, il sait pas trop quoi faire avec ça. Fait que lui, il pense que c'est un. Ben, il sait que c'est un tableau. Fait qu'il dit, ben, je vais juste additionner 2 à toutes les cases. Fait qu'il va me donner une représentation numérique de 5. Ben, le ASCII de 5 plus 2, le ASCII de 1 plus 2, le ASCII de 2 plus 2. Fait que quand on a besoin de travailler avec une chaîne initiale, hein, donc encore une fois, on a une chaîne qui a le texte 512 qui n'est pas la valeur numérique 512 et que j'ai besoin de la convertir en valeur numérique. Ben, j'ai la fonction str, hein, string, c'est des chaînes de caractères en anglais, to, donc tu sais comme vers là, en anglais le to, mais là on est fancy, fait qu'on met juste un chiffre, num, ok, qui va me permettre de le convertir en élément numérique. Fait que là, si je mets la chaîne à l'intérieur de ça, je peux voir que le résultat, le ANS là, en ce moment, j'ai pas sauvegardé quelque part, mais j'aurais pu, c'est en ce moment de type double. Hein? Fait que si je mets ça dans une expression, puis que là je fais le plus 2, là j'ai la valeur que je m'attendais, qui était le 514. Quand je veux faire l'inverse, je veux avoir une entité numérique, mais je veux la représenter en tant que chaîne de caractères, ben j'ai l'inverse qui est le num to str. Qui
fait l'inverse, donc ça me convertit ça en chaîne de caractères. Habituellement utilisé quand tu veux faire de la concaténation de chaînes pour être capable de travailler avec nos différents éléments. On a une fonction qui est utilisée dans le premier travail pratique, qui est STM-CMP, pour faire de la comparaison de chaînes. Donc le principe ici, c'est que si j'ai deux chaînes, je ne peux pas utiliser les doubles égales pour regarder est-ce qu'ils fonctionnent ensemble. À cause que, puisque c'est des tableaux, lui essaie de faire une comparaison, puis quand les tableaux ne sont pas de même dimension, parce que lui, il considère ça comme étant des matrices, là, fait que en tant que matrice, tu ne peux pas juste comparer deux matrices de taille différentes. Fait que si tu veux comparer deux chaînes de caractères, tu peux utiliser la fonction strcmp qui va permettre de envoyer les deux chaînes à l'intérieur. Et si les deux chaînes sont de même taille et s'ils ont le même contenu, ça va me retourner un logical one, un logical true, un logical vrai, hein, une valeur logique vraie pour dire que c'est la même chose. Sinon, ça me donne le 0, le faux, okay, le false. Fait que si on l'essaye pour avoir le logical true, c'est 2 fois allo, ça fonctionne. On a les fonctions upper et lower qui me permettent de transformer des chaînes de caractères pour transformer les valeurs en en majuscule ou en minuscule. Fait que si je fais bonjour, je peux voir que ça a pris toutes les lettres qui étaient minuscules, puis ça les a mis en majuscules. Lower, ben ça fait l'inverse, ça va prendre les majuscules, puis ça va les mettre en minuscules. Donc si j'essaye ça. On a le mini bonjour. Ensuite, on a le strfind. Strfind, il est assez le fun parce qu'il permet de trouver une chaîne dans une autre. Fait que, mettons, je cherche la fonction. Tu me permets-tu d'enlever ça, s'il te plaît? Non? OK, c'est pas grave. On a quand même l'information. Donc, strfind, tu as une chaîne initiale que tu veux rechercher. Puis ensuite, on a une chaîne cherchée. Donc, celle qui va essayer d'être trouvée à l'intérieur de celle-ci. Le principe, c'est qu'on va avoir un tableau de réponse. Hein? Donc, le tableau de réponse va avoir les indices où c'est qu'il a réussi à trouver l'information. Fait que s'il il a trouvé le OU à 5 et à 10. Fait que si je regarde 1, 2, 3, 4, 5, ben, je peux voir effectivement que c'est là que tu commences le OU. Si je continue, 6, 7, 8, 9, 10. Hein? 6, 7, 8, 9, 10. C'est là qu'on commence le deuxième résultat. Si tu recherches des valeurs qui sont inexistantes, ça te retourne un tableau vide. Hein, qui n'aura juste aucune information. Il n'a pas réussi à trouver ce que tu as besoin. On a aussi le... Ici, attends, je vais essayer de refresh cette affaire-là. On a le dernier qui est très puissant, mais qui a très peu d'utilisation, parce que les cas spécifiques où c'est que c'est utile ne sont pas très vivants, qui est le strtoc. Donc, le but du strtoc, c'est qu'on va avoir deux éléments, puis on est capable de trouver une place où c'est qu'on va couper la chaîne. Fait que ici, on a deux éléments, strtoc, puis là ici, on va dire bonjour tout le monde. Puis par défaut, lui, il va aller couper ça aux espaces. Fait que si je regarde, j'ai le strtoc, j'ai la première partie avant, ça l'a coupé à l'espace, puis j'ai le restant de la chaîne. Puis là, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est si tu commences à réutiliser le restant à l'intérieur de notre fonction. Fait que là, ici, ça va prendre tout le monde, puis ça va l'envoyer. Fait que qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va aller chercher le prochain mot dans la liste. Si je continue à le faire, ça va chercher le prochain mot dans la liste. Puis si je continue à le faire, ça va chercher le prochain mot. Puis là, à partir de là, on n'a plus rien, puis on n'a juste plus rien qui sort de là.
Mais le strtalk peut être un cas spécial qui nous permet de traiter d'une chaîne qu'on a besoin de comme couper à un certain délimiteur puis d'aller chercher chacune des informations. Mais c'est une fonction plus avancée, c'est pas quelque chose qui devrait être sorti de nulle part. Là. Ça pourrait être, mettons, utilisé dans notre travail pratique, mais ça serait réexpliqué pour être certain qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur les différentes chaînes. La deuxième chose à regarder, ça va être les tris. Donc, si j'ai un tableau, puis à l'intérieur, j'ai des valeurs. Wow, je veux quand même des valeurs numériques. OK? Puis, je vais avoir le tableau qui est trié. Donc, dans MATLAB, pour trier un tableau, on a la fonction sort qui existe. Donc, la fonction sort va me permettre de trier le tableau. Qu'est-ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir c'est quoi les méthodes, parce que derrière, hein, il y a un programme qui fait ça. Puis, on va aller regarder quelques méthodes qui me permettent de trier des tableaux. Si vous voulez voir aussi, il y a sur le site de cours, dans la section d'aujourd'hui, on a des exemples d'implémentation. Là, on va juste aller voir les pseudocodes puis des visualisations, là, mais on les a implémentés dans MATLAB. Fait que on va aller regarder ces différents types de tri-là. Fait que là, je veux Sort Visualization et je veux aller sur cette gentille adresse-là. On va mettre ça un petit peu plus grand. On va mettre ça bien plus grand. On faut quand même regarder, voir le tableau complet. Ouais, excellent. Donc, on a un tableau quelconque, puis on va commencer l'algorithme. Fait que le principe ici, c'est qu'on a un tableau, puis là, ici, on a une visualisation. Là, okay? On a le tableau avec les différentes valeurs, mais en plus, on a des gentilles barres pour nous indiquer c'est quoi la valeur de chacun des tableaux. Fait qu'on va regarder 3 algorithmes différents de tri de tableaux qui va nous permettre de voir c'est quoi les différentes méthodes qui nous ont permis de travailler avec ces tableaux-là. Donc, le premier, qui est le plus facile à comprendre, mais le plus lent puis le moins efficace, ça va être le tri à bulles, le bubble sort. Fait que le principe du bubble sort, c'est assez simple. C'est qu'on va prendre, partir du début, puis on va regarder chacune des paires. OK, donc chacune des paires. S'il y a une paire qui est dans le mauvais ordre, ça veut dire que la valeur de gauche est plus grande que la valeur de droite, mettons comme ici, si on avance là. Donc, ça regarde ici, est-ce que la valeur est dans le bon ordre? Oui, ça va bien. Ça regarde ici, est-ce que la valeur est dans le bon ordre? Non, le 44 est plus grand, il est supposé être vers la fin. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste inverser ces deux valeurs-là. Puis, on continue comme ça. Puis, on va trier le tableau. Fait que ce que ça va faire, c'est que après une itération de cet algorithme-là, hein, après avoir parcouru toutes les cases du tableau, on va avoir automatiquement la dernière valeur qui va être la plus grande. Hein, puisqu'on pousse la plus grande à la fin, on est assuré que la dernière est bien à la fin. Puis là, le principe, c'est qu'on continue à faire ça tant qu'on n'a pas parcouru une fois le tableau et qu'il n'y a pas eu de modification. Donc, on peut voir ici dans l'algorithme, donc ici on a un while là, qui est comme inversé, là, le while est à la fin, là, mais on comprend le principe que c'est une boucle. On a ici une valeur qui est le swap, c'est un égal là, qui est ici, là. Je ne sais pas si on le voit assez gros avec la grosseur. Là. On commence avec un flag, là, un drapeau qui dit « J'ai pas encore swappé, j'essaie de parcourir tous mes éléments, si à un moment donné j'en trouve un qui est plus grand qu'un autre, je le swap ». Hein, fait que ici c'est du pseudocode, c'est pas du code de MATLAB spécifiquement, mais on peut quand même comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que le principe c'est que ça va recommencer, puis à partir de là, on peut dire que le 50 il est à bon, puis à chaque fois, il va trouver une des valeurs. À chaque fois qu'il trouve une valeur qui est plus grande, il va la pousser vers la fin du tableau. Puis il va continuer de faire ça jusqu'à temps qu'il aille terminer, puis regarder
toutes les valeurs du tableau, puis qui passe une fois l'algorithme, puis qui n'a pas eu aucune modification. On va le laisser aller. Puis on peut voir par exemple que c'est pas super efficace, particulièrement parce que le swap de valeurs, ben, ça prend plusieurs instructions pour être capable de faire ça. Donc c'est quand même assez coûteux. Mais là, on peut voir qu'il va passer au travers, puis il aura fait aucune modification. Et voilà, on a réussi à faire notre tri à bulles. Le deuxième tri qui existe, c'est le tri par sélection. Fait que le tri par sélection, son principe, c'est d'essayer de trouver la plus petite valeur. Donc, ça va faire une itération, ça va essayer de trouver la plus petite valeur. Fait que ça commence en disant, je pense que c'est celle-là la plus petite, mais je vais regarder chacune des cases pour essayer de trouver une qui est plus petite que comme la première, pour essayer de trouver la plus petite. Fait que là, on peut voir que le 2 est plus petit, fait qu'il dit, OK, c'est elle la plus petite. Puis quand il arrive à la fin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre cette valeur qui sait qui est la plus petite, puis il va la mettre au début. Donc, en la mettant au début, on s'assure que la première case, c'est maintenant la plus petite valeur, puis on sait que cette case-là, elle n'aura jamais besoin de changer. Fait que ça fait en sorte que c'est beaucoup plus efficace que le tri par bulle, juste par le fait qu'il va y avoir beaucoup moins de modifications. Fait que, on peut voir ici, à partir de là, on sait que la première valeur, elle est scellée. OK? Donc, on ne peut plus jamais y retoucher. Fait que là, ce qu'on commence, c'est qu'on commence à faire la même itération, la même action, mais cette fois-là, à partir de la partie qui n'est pas déjà triée. Hein? On sait que le 2 il est déjà trié. Fait que là, on commence à partir du 44. Oups. Puis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait qu'encore une fois, on essaie de trouver la plus petite valeur. Fait que lui, il va parcourir, il va sélectionner le 3 comme étant la plus petite. Une fois qu'il dit, OK, ben j'ai trouvé que c'est le 3, je le swap dans ma deuxième position. Après ça, j'essaie de trouver c'est quoi ma meilleure troisième position dans mon tableau. Fait que là, il trouve que c'est le 4. Parfait, je l'envoie. Et il continue comme ça jusqu'à temps qu'il arrive à la fin du tableau. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir que plus on avance, moins on a de cases à rechercher. Donc, encore une fois, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus efficace. Ça va prendre beaucoup moins de temps sur des grands tableaux que l'algorithme de Bubble Sort, l'algorithme de tri à bulles qu'on a vu. Fait que l'algorithme de sélection, c'est de sélectionner le minimum à chaque itération et d'être capable d'aller l'insérer à l'endroit opportun. Le dernier qu'on va regarder, c'est l'algorithme d'insertion. On va retourner au début, parce qu'il était à fast. Donc, on va commencer en disant, je pense que le premier élément, OK, il est déjà traité, puis on va essayer de placer les éléments autour de celui-là. Fait que le principe, c'est que quand je trouve un élément, ben quand j'avance, je me dis, OK, j'ai cet élément-là qui est déjà trié. OK, le 3, il est à la bonne place. Fait que là, je regarde le prochain, puis là, il faut que je trouve où c'est que lui, il va aller, avant ou après le 3. Fait que là, je dis, ben 44 est plus grand, il va rester après le 3. Ensuite, je continue, je regarde le 38. Ben, le 38, là, je me dis, il va falloir que je vienne l'insérer dans ma partie de tableau déjà trié. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais swap avec l'élément pour y faire une place. Puis quand il se rend compte que, ah, ben, là, il est à la bonne place, hein, il est entre le 3 et le 44, je vais venir le déposer dans cette case-là. On prend la nouvelle case. On fait le même principe. On check pour venir l'insérer à la bonne place pour ensuite dire, OK, on est correct avec ça. On continue. On vient l'insérer. OK, parfait. Donc, encore une fois, on veut décider c'est quoi le bon endroit pour dire qu'on veut l'insérer. Une fois qu'on a trouvé le bon endroit, on le remet, puis on continue à aller chercher les prochaines cases du tableau pour aller venir les insérer à l'endroit opportun. Donc,
On va le mettre à face. Fait qu'on est capable de voir comment est-ce que le tableau est trié par rapport à les éléments qui sont déjà triés, puis qui va être capable d'avoir comme dès la fin, il sait qu'il est rendu qui est trié, c'est pas un problème. Je vais mettre ce lien-là en fait sur le site si vous voulez aller le voir. Ici. Et voilà. On va l'appeler tri et fouille. Alright. Donc, finalement, on a... Donc, le principe, c'est que quand on crée des tableaux, nous autres, on va utiliser la fonction sort, mais il existe des algorithmes de méthodes de tri qui nous permettent de travailler avec. Là, on en a vu 3, puis il y en a d'autres. Plus ils sont efficaces, habituellement, plus ils sont complexes, puis plus il faut avoir de connaissances pour être capable de comprendre qu'est-ce qu'ils font. Évidemment, les fonctions que nous, on implémente, c'est des fonctions qui ont les meilleurs algorithmes, puis on n'a pas besoin nécessairement de comprendre la complexité de ces algorithmes-là, mais c'est important de comprendre les tris de base, comprendre comment ils fonctionnent. Finalement, on a le principe de fouille. Donc, le principe de fouille, c'est d'être capable de trouver un élément à l'intérieur d'un tableau. Donc, on a 2 méthodes de fouille possibles de base. La première, qui va être la méthode la plus conviviale, qui va être la fouille linéaire. Donc, la fouille linéaire, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'à part, admettons que je cherche un 5 dans mon tableau. Je vais parcourir chacune des cases de mon tableau, c'est avec une book 4, puis je vais aller regarder est-ce que c'est un 5, 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 puis je vais être capable de trouver les valeurs 5 qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a un cas spécial quand le tableau est déjà trié qui nous permet de faire la recherche beaucoup plus rapidement. Puis c'est ce qu'on appelle une fouille binaire ou une fouille dichotomique. Attends, on va aller la regarder. Il semble que j'ai ça quelque part. Excellent. On va agrandir ça. Ici, encore une fois, pour travailler avec une fouille binaire, c'est important de travailler avec une valeur, un tableau qui est trié. Puis le principe, c'est le même principe que quand on travaille avec, mettons, un index d'un livre, ou sinon, mettons, un bottin téléphonique. OK? Je sais pas quand est-ce la dernière fois que vous avez vu un bottin téléphonique, là, mais le principe, hein, c'est que tout est alphabétisé à l'intérieur. Fait que quand tu veux chercher le nom de quelqu'un dans un bottin téléphonique, tu vas pas commencer à la première page puis regarder chacun des numéros, chacune des listes à l'intérieur. Non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir le bottin téléphonique dans le milieu, puis là, tu cherches Beaulieu, ben, t'es dans M en ce moment, tu sais que Beaulieu, il est avant ça. Fait que là, tu vas dire la moitié de droite, je sais que j'en ai pas besoin. Je vais aller regarder dans la moitié de gauche, puis là, j'ouvre la page dans le milieu, puis j'essaie de trouver qu'est-ce qui se passe. C'est exactement ça, le principe de la fouille binaire. Donc, admettons que je cherche, admettons 75. Fait que le principe ici, c'est qu'on commence, puis on a notre valeur, OK, du début jusqu'à la fin, OK, on est en train de chercher au complet notre tableau. On va aller dans notre case du milieu, OK, donc dans notre case du milieu, donc à plus ou moins 1, si c'est impair, si c'est pair, puis on ne tombe pas directement dessus. Puis le principe, c'est qu'on va couper au complet une partie du tableau qu'on dit qu'on n'aura pas besoin de chercher à l'intérieur de cette partie du tableau-là.
Fait qu'en ce moment, je cherche 75. Je suis à 523 au milieu de mon tableau. Qu'est-ce que je peux donc inférer en sachant que mon tableau est trié? C'est que cette partie-là n'a juste pas besoin d'être regardée. OK? Parce que c'est certain que la valeur que je recherche est dans la partie de gauche, OK? La partie inférieure du tableau. Qu'est-ce que je vais faire à ce point-là? Je trie, puis je élimine toute cette partie-là du tableau. Puis là, je vais déplacer des bornes en disant, ben maintenant, je vais juste chercher de la case 0 à la case 14, à la place de chercher de la case 0 à la case 31. Parce que j'ai déjà éliminé la case 15 et tous ces éléments supérieurs. Puis, qu'est-ce que je vais faire à ce point-là? Ben, c'est un algorithme qui est répétitif. Fait qu'on va refaire le même principe. Je vais me mettre dans le milieu de mon tableau. Je vais aller regarder cette valeur-là. Puis je vais aller éliminer une partie du tableau au complet en sachant que cette partie-là n'a pas besoin d'être cherchée. Encore une fois, j'étais à 275, je cherche 75, fait que je sais que cette partie-là du tableau n'a pas besoin d'être cherchée. Je déplace mes différents indices. Je peux voir que j'ai comme 3 indices pour m'aider. On peut voir aussi le code. En ce moment, c'est en Python, cette affaire-là, là. Mais on peut quand même comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein? On a des valeurs, on a des while, on a des if. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît. Fait que là, on se retrouve dans la case du milieu. Ben, la case du milieu, dans notre cas, c'est la case qu'on recherche. Fait qu'on va être capable de dire que c'est l'élément 3. Fait que la fouille binaire permet d'être utilisée sur des tableaux triés, puis va être beaucoup plus vite. Hein? Parce qu'on a eu besoin de faire juste 3 recherches, 3 je regarde à des cases pour être capable de trouver ma réponse. Évidemment, quand on va travailler avec MATLAB, on a des fonctions qui me permettent de faire ça de manière plus facile et conviviale. Nous autres, on va avoir la fonction find pour être capable de faire des fouilles. Fait que la fonction find travaille un peu de manière différente. Donc la fonction find me permet de trouver des indices d'éléments non zéro. Fait que ça, c'est un peu bizarre parce que, admettons que je fais find, admettons que j'ai un tableau. Whatever, ça va marcher. Puis je veux savoir les cases où c'est que j'ai 23. Ben, le principe, c'est que find, si je fais juste X, lui, ce qu'il va me dire, c'est les cases où c'est qu'il y a eu des valeurs non zéro. Fait qu'en ce moment, c'est juste toutes les cases. Fait qu'il me dit que j'ai trouvé la case 1, la case 2, la case 3, la case 4, la case 5, la case 6, la case 7. Fait que là, ce qu'on va utiliser, c'est les propriétés des matrices de MATLAB. Fait que si je cherche la case 23, ce que je peux faire, c'est je peux faire une égalité avec 23. Et là, ça va devenir un tableau de valeurs logiques de 0 puis de 1. Où c'est que seulement là où la condition est remplie, seulement où c'est que j'ai des 23, dans la case 1 puis dans la case 4, qu'il y a l'information. Fait que si je donne ça à find, il faudrait que je mette des parenthèses comme il faut. Lui, il va être capable de me dire le 23 dans ton tableau X, qui était à la case 1 puis à la case 4. Fait que find va nous permettre de trouver les informations, puis derrière, lui, il y a plein d'algorithmes d'optimisation avec les matrices pour être capable de faire ça rapidement. Mais le principe, c'est qu'on va pouvoir lui donner des tableaux de valeurs logiques, avec des comparaisons, puis on va être capable de travailler avec ça directement. Fait que ça fait le tour des choses qu'on voulait voir aujourd'hui. Encore une fois, on est en train de travailler sur le premier travail pratique, mais il y a quand même des exercices à faire qui vont être utiles pour notre premier examen intra. Donc, n'oubliez pas de travailler aussi sur ces exercices-là. Mais ça mettrait fin à notre partie magistrale de notre journée. Donc, on pourrait utiliser le restant de la période pour reprendre le temps qu'on n'a pas eu cette semaine
pour bien entamer notre premier travail pratique? Oui. Ben oui, on l'avait fait ici. Donc, pour trouver une chaîne de caractères dans une autre, c'est bien ça que tu demandes? Ben, ça, c'est un tableau. Les chaînes de caractères, c'est des tableaux. Fait que, ou sinon, donne-moi un exemple numérique. Mais ça serait quoi la valeur? Ben, ici, est-ce que... Parce que un tableau, c'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est un tableau. Puis je recherche une valeur dans la chaîne de caractères. Fait que je vois pas qu'est-ce... Ben, une chaîne de caractères est un tableau. Mais tu peux pas avoir un tableau qui aurait, mettons, des valeurs numériques puis des chaînes de caractères à l'intérieur. Ça, tu peux pas avoir ça. Ouais. De valeurs. Donc, ça va être un tableau. Ça va être une recherche de valeurs dans un tableau de valeurs. C'est ça que tu demandes? OK. Fait que, mettons ici, tu dis... mettons que j'ai un tableau de moyenne d'étudiants. OK? Fait que j'ai les moyennes de mes étudiants. Mes étudiants sont très forts, hein, parce que vous êtes très bons. Il y en a un ou deux qui peut-être traînent un petit peu de la patte. OK? Puis admettons, je veux trouver ceux qui sont plus grandes que 90. Est-ce que c'est le genre de question auquel tu veux répondre? OK. Fait que ici, on vient de voir qu'on a la fonction find qui me permet de trouver ça. Fait que la fonction find travaille avec des tableaux logiques, par exemple. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre tableau, puis on va y appliquer une condition. Hein, fait que je veux qu'ils sont plus grands que 90. Puis lui, ça va me retourner un tableau de valeur logique. Puis après ça, moi, je peux envoyer ça à find. Fait que je peux faire moyenne plus grand que 90. Puis lui, il va me dire que l'élève 1 et l'élève 2 sont plus grands que 90. Est-ce que ça répond à ta question? Mm-hmm. Ouais. 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 C'est une très bonne question, puis en ce moment, on ne verra pas ça dans le cours parce que ça dépasse l'utilisation des tableaux. Parce que pour avoir des ensembles de mots, il faudra avoir comme un tableau de tableaux. Puis nous, on verra pas ça. Si tu veux aller voir, par exemple, il existe le principe de cellule. OK? Donc, le principe de cellule, c'est comme un tableau, mais à la place d'avoir une case avec une information, dans chacune des cases, tu peux avoir comme n'importe quoi. Fait que tu peux avoir une chaîne de caractères dans chacune des cases de notre tableau de cellules. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit dans le cours. Excellent. Ben oui. De la valeur 0, là. Une case vide, c'est une autre chose complètement. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Avant que j'ouvre nos merveilleuses salles de dérivation. Ben oui. Tu aurais le droit, mais les différentes manières que je construis les TP, tu vas te causer plus de troubles que d'utiliser les choses qu'on voit en classe. Excellent. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions avant qu'on se lance?